Tout autour de nous, les plantes composent un décor familier que nous regardons peu. Herbes folles ou fleurs sublimes, même si elles attirent quelquefois notre attention, nous les connaissons mal, souvent pas du tout. Nous sommes loin d'imaginer les qualités extraordinaires que les plantes possèdent. Au moment où nos sociétés s'interrogent sur leur rapport à la biodiversité, levons donc ici une partie du secret des plantes. Parcourons le monde et découvrons quels partenaires elles deviennent dans nos vies d'aujourd'hui. Mettons-nous en marche et regardons au bord du chemin. Nous y trouverons des plantes qui racontent si bien ce que nous sommes en ce début du XXIe siècle. Si dans la nature, certaines plantes nous éblouissent de leur couleur ou de leur forme, s'imposent à nos sens par leur senteur exubérante ou délicate, d'autres, au contraire, demeurent pour nous invisibles. Elles se fondent dans l'anonymat de ces milliers d'herbes folles qui recouvrent la terre. Quand parfois on les croise, on leur dénie tout intérêt. Elles sont les oubliées de la diversité végétale. Pourtant, elles s'accrochent, surgissent dès qu'un peu de terre chamboulée persiste quelque part. Elles témoignent de l'obstination du monde végétal à recoloniser le moindre centimètre où la vie est encore possible. L'arabette est l'une d'elles. Une petite crucifère humble, discrète, qui chaque année percera la terre pour quelques jours. Personne ou presque n'aura remarqué son retour. Et elle s'en ira comme elle est venue. Quelques personnes, cependant, ne restent pas indifférentes aux destinées de l'arabette. À l'échelle de la planète, depuis les années 70, elle captive même l'attention de toute une communauté, la communauté scientifique. Et déjà, on ne compte plus les avancées qu'elle a contribué à générer. Des travaux qui nous touchent parfois de très près, qu'il s'agisse de la recherche sur le cancer, ou rien de moins que la mise au point des OGM. Donc, avec l'arabette, pas de demi-mesure. Soit on l'ignore, soit elle nous obsède. Certains vont même jusqu'à se perdre au bout du monde pour quelques brins, quelques feuilles, quelques-unes de ses graines. Difficile d'imaginer qu'on traverse la planète pour une herbe invisible, sans beauté particulière, sans valeur marchande. C'est pourtant ce que fait régulièrement quelqu'un comme Olivier Loudet. Cet étrange chercheur d'arabette est généticien. Il est aux avant-postes de ce que la science propose de plus pointu. À ses yeux, l'arabette vaut le détour. Fût-il lointain, fût-il périlleux. Car pour lui, l'arabette, Arabidopsis de son nom savant, est un objet d'étude quasiment irremplaçable. Nous le rencontrons alors que débute sa mission dans un pays d'Asie centrale, le Kirghizistan. Quand je suis au contact avec les populations locales, souvent je m'attendrais à ce qu'ils connaissent vraiment très bien leur environnement et à ce qu'ils connaissent un peu toutes les espèces qui y poussent. C'est souvent vrai, mais Arabidopsis, c'est une plante tellement petite qui a tellement pas d'intérêt pour eux, que ce soit dans leur activité de berger ou par exemple pour leur médecine traditionnelle. C'est vraiment une plante qui, de ce point de vue-là, ne correspond à rien, a priori, dans la plupart des régions du monde. Bon, souvent, la première réaction des gens est assez naturelle de vouloir absolument aider le visiteur, l'étranger, ça c'est génial, mais souvent la première réaction c'est oui, je connais cette espèce et puis il va peut-être m'indiquer une plante qui ressemble à l'Arabidopsis thaliana mais qui n'en est pas. Bon, même si dans certains cas ça m'est arrivé de revenir après avoir trouvé l'espèce avec des plantes et de leur montrer, et là en général ils sont relativement consternés et ils commencent à se demander si je suis pas un petit peu fou, mais ça c'est rigolo aussi. En réalité, un tel voyage pour une arabette est moins étonnant qu'il n'y paraît. Les liens entre les plantes et l'avant-garde scientifique ne sont pas nouveaux. L'étude des plantes, même les plus insignifiantes en apparence, est toujours à l'origine de progrès décisifs. Comme un émouvant témoignage, les herbiers anciens qu'Alain Baraton conserve au château de Versailles disent à quel point le jardinier est depuis longtemps le complice du chercheur.
j'ai sous les yeux un ouvrage d'exception qui est un herbier. Alors l'herbier n'est pas une invention nouvelle, mais l'herbier a une valeur très forte. Ce sont les jardiniers des grands domaines, royaux généralement, qui dans le jardin qu'ils sont chargés d'entretenir, collectent les plantes afin que les scientifiques puissent déjà identifier le végétal. La botanique est vraiment une science qui n'est pas toujours exacte, mais une science qui est vraiment, qui suscite l'intérêt des médecins, l'intérêt des pharmaciens, l'intérêt des chimistes, des physiciens, car on se rend compte finalement que tout ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure, la plante semble avoir condensé dans son organisme tous ces mécanismes que nous ne comprenons pas, l'influence de la lumière, comment se développe une cellule, la reproduction sexuée, asexuée, la culture in vitro. En fait, on pourrait, si l'on devait caricaturer, se dire que les premiers généticiens étaient des jardiniers, que les premiers, grands médecins ont appris leur métier en examinant les plantes. D'ailleurs, autour de 1860, au moment même où Darwin publie L'origine des espèces, c'est un jardinier passionné, le moine autrichien Gregor Mendel, qui pose les bases d'une autre grande révolution de la biologie, les premières lois de la génétique. En cultivant des pois jaunes et des pois verts, Mendel mène des expériences déterminantes pour la compréhension de l'hérédité, la compréhension de la transmission des gènes. Pour étayer son raisonnement, Mendel eut recours à ces fameux pois. Aujourd'hui, pour repousser les limites de la connaissance, les biologistes ont également besoin du bon outil expérimental, celui qui réunit à lui seul les meilleurs critères aux yeux du chercheur. Or, de quelle plante ces critères dessinent-ils le portrait robot ? La rabette, bien sûr. Déjà dans les années 60, les généticiens avaient choisi la drosophile, aussi appelée mouche du vinaigre, comme modèle dans les recherches sur le règne animal. La rabette, elle, serait donc le modèle pour le règne végétal. Saint-Louis, États-Unis. Au cœur du Missouri Botanical Garden, l'un des plus prestigieux jardins botaniques du monde, nous rencontrons un botaniste malicieux, Ishan Al-Shebaz. Il revient sur les raisons qui ont fait de la rabette la plante modèle de la communauté scientifique. Tout d'abord, son cycle de vie est très court. Vous pouvez cultiver la plante depuis la graine jusqu'à sa pleine maturité en moins de 6 semaines. Du coup, vous pouvez obtenir 9 ou 10 générations de la même plante en une année. Deuxième raison, sa petite taille. Vous pouvez faire pousser une centaine de plantes dans une petite boîte de pétri comme ça, ou plusieurs millions dans une pièce comme celle-ci. Mais avant tout, cette plante a un petit génome, ce qui fait d'elle la plante expérimentale idéale. La taille de son génome, voilà la principale clé du succès de la rabette. La rabette posséderait l'un des génomes les plus courts du règne végétal. Mais qu'est-ce que le génome ? Quand on aborde la génétique, on parle de génome, de gènes, d'ADN. Ce sont les minuscules rouages d'un fascinant mécanisme, le mécanisme du vivant. Mais pour entrevoir ce mécanisme, nous devons changer notre échelle de perception et entrer dans un monde infiniment petit, celui de la cellule et de son noyau. C'est là que s'enroule ce très long fil appelé ADN. Cette longue molécule qui compose les chromosomes et porte les gènes de chaque être vivant. Voici donc les pièces maîtresses d'un mécanisme qui règle non seulement l'hérédité entre les êtres vivants, c'est-à-dire toute l'information transmise d'un être à un autre lors de la reproduction, mais aussi un mécanisme qui régit l'expression de ce qui est transmis. Disons pour simplifier à l'extrême, j'ai les yeux bleus, c'est l'expression d'un gène que j'ai reçu de mes parents. Ce gène est en quelque sorte inscrit au cœur de chaque cellule de mon corps, dans cette immense molécule qu'est l'ADN. C'est cette molécule d'ADN qui porte la totalité des gènes d'un individu.
Ces gènes, en s'exprimant, façonnent l'individu tout entier. Ils déterminent la couleur de ses yeux, de sa peau, de ses cheveux, la forme de son nez, pour ne prendre que les caractères les plus flagrants. Cet ensemble de gènes est appelé le génome. Si le génome est un livre, alors nous savions depuis Mendel et ses poids comment le livre se transmettait de génération en génération. Aujourd'hui, avec les progrès de la génétique, nous savons ouvrir le livre, en tourner les nombreuses pages et même les lire. C'est là que se situe la nouvelle frontière scientifique. Et c'est là que la rabette devient si précieuse. Son génome est assez court, autrement dit, son livre personnel est assez facile à lire, à décoder, en tout cas plus facile que chez la plupart des autres plantes. Comme la langue de ce livre est la même pour tous les êtres vivants, si on décode le livre de la rabette, en théorie, on sait comment un être se fabrique, comment il se façonne, comment il transmet ce qu'il est. Ainsi, la rabette, Arabidopsis comme l'appellent les chercheurs, est-elle l'alliée pratique et concrète d'une grande entreprise universelle. Une petite herbe ignorée, devenue irremplaçable dans la vie des laboratoires. C'est ce savoureux paradoxe que la généticienne Marie-Pascale Doutrillo prend plaisir à expliquer à des collégiens un peu interloqués. Des plantes Arabidopsis, donc je vous ai parlé de cette plante, c'est une plante modèle. On l'appelle modèle parce qu'on est nombreux dans la communauté scientifique internationale à avoir décidé que si on se mettait tous à travailler sur cette plante, on pourrait peut-être arriver à comprendre plus de choses ensemble. C'est-à-dire s'il y en a qui travaillent sur le maïs, d'autres sur le haricot, d'autres sur le chou-fleur, d'autres sur la tomate, on va découvrir des trucs qui sont spécifiques à la tomate, spécifiques au chou-fleur, spécifiques au haricot. Et c'est pas pour ça qu'on va comprendre les grands principes de la vie, peut-être. Surtout quand on travaille sur la tomate, on va travailler sur le goût. Quand on travaille sur le maïs, on va travailler sur la quantité de grains. On va pas travailler sur les mêmes caractères génétiques. Elle pousse rapidement. Et enfin, dernier point, elle garde bien ses graines dans ses gousses. D'accord ? Elle ne fait pas tomber ses graines. C'est-à-dire que moi, en tant que généticienne, je peux récupérer les graines quand je veux, bien stockées dans les gousses. Elles ne sont pas tombées par terre, elles n'ont pas été se mélanger avec les plantes du voisin, etc. Donc c'est pour ces qualités qu'Arabidopsis a été choisi. En effet, tous les généticiens de la planète ont adopté la rabette comme modèle de recherche. Succès mondial. Car en plus de ses attraits génétiques, la rabette est suffisamment anodine pour n'éveiller aucun appétit financier. Elle se prête à merveille à un partage total des connaissances. Toutes les avancées sur son génome sont mises en commun, rassemblées sur des banques de données accessibles via Internet. Où qu'il se trouve, un chercheur peut s'enquérir des dernières avancées à propos de tel ou tel gène. C'est ce que nous montre le généticien français Olivier Voynet, venu à Montréal pour participer à la conférence internationale annuelle sur la rabette. J'étais intéressé pour voir un des gènes dont quelqu'un a parlé à la conférence. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil communautaire de la Arabidopsis qui s'appelle TER. Tout le monde peut y accéder. Et voilà, donc on est sur TER homepage. Et donc moi, le gène qui m'intéressait, c'est SPL3. Donc déjà, en un coup d'œil, grâce à ce système-là, je peux savoir ce qu'est SPL3. Donc là, ce que me dit TER, c'est qu'il a des activités associées, qui sont la régulation de la floraison, le développement de la fleur, le développement des inflorescences. Donc ensuite, voilà le gène lui-même. Donc là, on a une représentation physique dans toute la séquence de l'ADN à cette position. Donc simplement en regardant ça, je sais exactement la position de ce gène au nucléotide près. Le grand livre de la petite arabette est ouvert à tous. Partout, on le lit, on l'analyse, on le décrypte et l'on se réunit pour en parler. C'est la référence commune. Une nouvelle Bible dans laquelle la vie dévoile son code. Un code de quelques lettres, combinées et recombinées de tant et tant de façons. Même si, de façon poétique, on peut ressentir le choix de la rabette par les scientifiques comme la douce revanche des herbes folles, pour un botaniste de terrain comme Francis Allais, le doute persiste. Cet infatigable explorateur de la diversité végétale s'interroge sur le bien fondé de ce choix. La rabette, est-ce vraiment le bon modèle ?
le choix de l'arabette comme modèle en biologie végétale, il est le fait des généticiens. Donc, du point de vue des généticiens, c'est un bon choix. Il ne s'ensuit pas que ça soit un bon choix pour représenter l'ensemble des plantes. C'est là que j'ai des critiques, vous voyez. Nous dépendons tellement des plantes qu'il vaudrait mieux que le modèle végétal choisi, ça soit une espèce qui serve à quelque chose. Ça manque pas, une plante médicinale, une plante ornementale, une plante, une plante alimentaire, une plante tout ce qu'on veut, mais il y a ces dimensions aussi. Des petites plantes, toutes petites comme ça, qui n'ont pas de bois et qui donc ne peuvent pas vivre longtemps, c'est un peu une spécialité de l'Europe occidentale. Il y a des grands pays où il n'y a pas une seule plante annuelle. C'est pour ça que d'avoir choisi justement une plante annuelle à cycle très court, ça me paraît une fois de plus être tombé dans un cas très particulier. Si je voulais chercher une plante qui se singularise de toutes les autres, je crois que j'aurais choisi l'arabette. La prendre comme modèle, ça me paraît un peu paradoxal, voilà. Francis Allais redoute que l'on scrute le vivant par le petit bout de la lorgnette. Que peut bien nous dire l'arabette sur l'infinie diversité du monde végétal, pense-t-il. Une fois de plus, voilà la communauté scientifique traversée d'attractions contradictoires. Le biologiste Pierre-Henri Gouillon, chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, sait apaiser le débat grâce à sa vision globale de l'histoire des sciences. En biologie, on a toujours une tension entre deux tendances opposées. L'une, c'est de décrire la biodiversité encore et toujours, et comme cette diversité est immense, on ne s'arrêtera jamais. Le résultat, c'est de fabriquer une biologie extrêmement descriptive, dans laquelle on va prendre une espèce, en dire des tas de choses, et puis ensuite en dire une autre, etc. Et comme ça, on ne s'arrête jamais. L'autre tendance opposée, c'est de dire on veut trouver ce qu'il y a de général là-dedans. Et sur ce plan-là, la théorie d'évolution de Darwin d'abord et la génétique ensuite ont été les deux grands succès. Parce que quand on a découvert les lois de la génétique, on s'est rendu compte que ça marchait aussi bien pour les bactéries que pour les éléphants, comme l'a dit Monod, et que donc on pouvait trouver des règles générales de fonctionnement de tous les êtres vivants. Alors on nous parle de diversité, puis d'unicité. Le vivant est à la fois infiniment diversifié et organisé à partir des mêmes mécanismes. Mais comment clarifier cette apparente contradiction? Là encore, Pierre-Henri Gouillon propose un retour aux sources essentielles, un retour sur les chemins de l'évolution. Déjà, il y a toute une série de gens qui ne sont pas vraiment sûrs que les plantes soient des êtres vivants. Alors, les plantes, c'est des êtres vivants comme nous. Et pourquoi on a tellement de choses en commun avec les plantes? Eh bien, tout simplement parce que dans l'histoire de l'évolution, maintenant on en est sûr, on en a des preuves, tous les êtres vivants proviennent d'un même ancêtre, tous, absolument tous. Donc jusqu'au 19e siècle, ça se discutait de savoir si jamais il y avait plusieurs origines ou une seule. À partir du moment où on a eu l'ADN, le code génétique, etc., on a vu que c'était le même pour tout le monde. C'était clair que tous les êtres vivants ont un même ancêtre. Mais concernant les animaux et les plantes, cet ancêtre, il est relativement récent. C'est-à-dire qu'il y a eu plus tant d'évolution entre le début et le moment où se sont séparés les animaux et les végétaux que depuis la séparation jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un ancêtre commun avec les plantes, nous les animaux, et même d'ailleurs, ce qu'on a découvert d'un peu surprenant récemment, c'est que cet ancêtre commun a donné deux lignées, l'une qui a produit les plantes et les algues vertes, et l'autre qui a produit les champignons et les animaux, ce qui fait que les champignons, sur le plan de l'évolution, sont plus proches de nous que des plantes. Il nous faut donc admettre que nous avons beaucoup à partager avec le champignon. Mais cette communion se joue à l'abri des regards. À l'échelle d'une molécule, cette fameuse molécule d'ADN, elle unit animaux et végétaux et devient le symbole universel du vivant. Bon, alors ce que vous allez observer, c'est que quand vous mélangez, le mélange va devenir beaucoup plus visqueux.
Il va devenir beaucoup plus épais. Et en fait, il devient beaucoup plus épais parce que toutes les cellules sont en train d'exploser. Et du coup, elles sont en train de relarguer l'ADN. Je vous avais dit que l'ADN était empaqueté sous forme de chromosomes. Là, l'ADN, il est en train de se dérouler. Tous les filaments que vous voyez, tout ce qui est gluant comme ça, c'est de l'ADN. L'ADN. Un botaniste généticien, celui qui scrute l'ADN des plantes, et un botaniste de terrain, celui qui, comme dit Francis Allais, prend la diversité à bras-le-corps, ne sont finalement pas si antagonistes. Chacun à sa manière est un explorateur d'ADN. Chacun à sa manière rêve de toucher à l'universel. Et c'est bien ce rêve qui anime Olivier Loudet dans sa quête d'Arabette. Certes, la plante est petite, mais l'ambition est immense. Rattaché au laboratoire de génétique de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, Olivier Loudet suit une démarche très particulière. Il traque les adaptations de l'arabette à son environnement. Comme tout être vivant, cette plante s'adapte à son milieu. Par comparaison avec d'autres arabettes, Olivier Loudet sait détecter dans l'ADN de la plante des modifications qui l'aident à vivre, par exemple à 3000 mètres d'altitude, dans le vent et le froid des montagnes d'Asie centrale. Alors il ira aussi loin qu'il le faut pour trouver sa perle rare. Une petite arabette qui s'est adaptée, qui a conservé les mutations naturelles favorables à sa survie. Nous, notre approche, c'est de partir de variabilités qui existent à l'état naturel, variabilité de taille de plante, de tolérance au stress, par exemple, d'adaptation à l'environnement, et de voir comment ça se traduit d'un point de vue génétique. Et donc l'objectif de ce voyage, c'est de trouver des plantes qui poussent dans certaines régions du Kyrgyzstan, et puis de pouvoir ramener au laboratoire des échantillons qui vont me permettre de comprendre génétiquement quelles sont leurs caractéristiques particulières. Dans un pays donné, il faut souvent passer plusieurs semaines, et même dans une vallée spécifique, il m'arrive souvent de passer plusieurs jours à chercher sans forcément trouver. C'est une plante qui, dans la nature, est souvent toute petite, qui se fait très discrète. C'est jamais des centaines de plantes au même endroit, hein. C'est souvent des populations de quelques plantes isolées, souvent sous des buissons. Donc j'ai parfois passé plusieurs jours dans une vallée avant de tomber sur quelques plantes que je vais pouvoir collecter et ramener au laboratoire. Yes! Wouhou! Ah, faut que je pense à prendre une photo. Ouais, c'est vraiment super d'en trouver ici. On a combien là? Ouais, 2560 mètres. Juste sur le bord de l'éboulis. Ouais, c'est vrai que je m'attendais bien à en trouver ici, mais fallait quand même tomber dessus, là, elle est complètement isolée dans les rochers. C'est des moments assez solitaires, mais en même temps, ça peut paraître assez ridicule de l'extérieur, mais voilà. Moi, c'est ma passion, c'est cette espèce-là, et j'ai comme une molécule d'ADN dans la tête un petit peu de cette plante, et j'imagine déjà les mutations, les variabilités génétiques naturelles qu'on va pouvoir trouver. Et quand j'en trouve une, j'imagine déjà tout le travail de laboratoire que je vais pouvoir faire derrière. C'est des moments vraiment sympas. Dans l'immensité des sommets kirghizes, Olivier Loudet a débusqué sa petite mutante. Il va la rapporter en France afin de faire parler son ADN, d'ouvrir son fameux livre pour observer les phrases qui se sont transformées et qui lui permettent de vivre mieux sur ces montagnes. Mais si l'on observe des mutations naturelles chez une arabette, alors sans doute peut-on provoquer artificiellement ce même type de mutation. C'est effectivement ce que les chercheurs ont appris à faire à grande échelle sur l'arabette. C'est même une grande partie de mécano qui se joue dans les laboratoires du monde entier autour de son ADN. Le jeu, si l'on peut dire, consiste à déduire le rôle d'un gène à partir des effets de sa mutation. Les chercheurs agissent par exemple sur une partie du grand livre de l'arabette,
une partie qui correspond en fait à un gène. Il l'empêche de s'exprimer et observe ensuite les conséquences que cela occasionne dans le développement de la plante. Ainsi, une arabette va-t-elle croître sans feuilles, sans fleurs ou encore sans faire de graines? Ce sera une mutante artificielle, une sorte de petit monstre créé par l'homme. De proche en proche, on pourra donc déterminer quelle partie du livre est reliée à tel ou tel aspect de la plante. Autrement dit, quel groupe de gènes est lié aux feuilles, quel groupe de gènes est lié aux fleurs ou aux graines. Au fil des expériences, c'est quasiment la totalité du livre qui aura été déchiffrée. Car à force d'essais, les chercheurs ont réussi à faire le lien entre tous les paragraphes du livre et ce qu'ils expriment au niveau de la plante. Ce faisant, comme on retrouve ces mêmes mécanismes chez toutes les plantes, c'est le grand livre, enfin disons le génome de toutes les plantes qui peut être décodé. L'arabette a donné la clé. La génétique, c'est un côté vraiment fascinant. Comment on peut expliquer la variation incroyable de la vie à partir de règles de base très simples, finalement. Les règles génétiques sont toutes les mêmes, sont finalement assez simples. À partir d'une combinatoire de ces règles-là, on explique toute la variation qu'on voit dans le monde qui nous entoure. Et ça, c'est vraiment très fascinant, très attirant pour moi. Raphaël Mercier est généticien à l'INRA. Même s'il pratique quotidiennement la génétique, il reste émerveillé par ces mécanismes. Il évoque pour nous quelques pistes pour saisir comment le vivant réussit à concilier unicité et diversité. Ce qui est effectivement fascinant, c'est l'unicité. Comment, à partir de règles universelles, on obtient un individu aussi différent qu'un champignon ou qu'un être humain. Donc, comprendre intellectuellement ce qui se passe derrière, pour à partir des mêmes bases, des mêmes règles, obtenir deux êtres vivants si différents, c'est fascinant. Il y a un certain nombre de gènes où on peut clairement dire c'est la même chose. Ils sont très conservés pour des fonctions de base, notamment génétiques. Là, clairement, on peut dire c'est le même gène chez l'être humain et chez la plante. Il y a certains autres gènes qui ont un peu changé, donc qui font des fonctions similaires chez la plante et chez l'homme. Mais bien sûr, les gènes de fonction nerveuse n'existent pas chez Arabidopsis, ou sont très différents, ont beaucoup divergé par rapport à ceux d'Arabidopsis, qui peuvent servir à autre chose. Les gènes de photosynthèse, de production d'énergie à partir de la lumière, n'existent pas chez l'être humain, évidemment. Et en fait, tout ça n'est qu'un jeu de combinatoire. Donc avec le même nombre de gènes, en faisant des combinaisons différentes, on peut obtenir des fonctions très différentes. Donc le nombre de gènes, finalement, est assez fixe chez pratiquement tous les êtres vivants, à part les vraiment très très simples unicellulaires. En combinant les gènes différemment, en combinant les interactions différemment, on obtient des fonctions très différentes entre un être et un autre. Dès lors que l'on commence à comprendre cette mécanique, ne pourrait-on pas se prendre pour Dieu et se dire qu'on pourrait créer de toutes pièces un organisme vivant en assemblant son génome comme on assemble un mécano? Ce qu'il faut bien voir d'abord, c'est que c'est très récent tout ça. Tout compte fait, ça fait seulement un siècle qu'on a découvert la génétique et que donc on l'applique aux plantes, aux animaux, aux bactéries. Et cette fascination devant ce fonctionnement moléculaire a parfois fait oublier aux biologistes que tout ne se passait pas à ce niveau-là. Est-ce que le programme de recherche, qui consiste à dire je pars du génome, à partir de là, je regarde les protéines, et puis à partir de là, je vais pouvoir reconstituer une cellule. Puis une fois que j'aurai reconstitué une cellule, je ferai avec différentes cellules, je reconstituerai un organisme, et puis avec des organismes, je constituerai des populations. Ça, c'est la démarche réductionniste standard, et la plupart des philosophes et des historiens des sciences sont convaincus que c'est une erreur. Et moi aussi, je suis convaincu de ça. C'est-à-dire qu'il existe à chaque niveau d'intégration des propriétés qu'on appelle émergentes, c'est-à-dire qu'à un niveau donné, vous avez des choses qui se passent, et puis quand vous compliquez un peu les choses, eh bien, il se passe des choses différentes, des propriétés qui émergent à ce niveau de complexité. Et alors c'est un débat qui a déjà eu lieu dans toutes les sciences, hein. Bien sûr en physique, au début du XXe siècle, comme avec la physique des particules, on s'est dit, comme tout est fait de particules, il suffit de connaître bien les particules, on aura tout compris. Donc étudions bien les particules, et puis on regardera leurs assemblages en atomes, en molécules, on sait que ça ne marche pas. C'est pareil avec le génome, vous avez des règles de base de fabrication de l'organisme dans le génome, mais après, tout le fonctionnement du système de développement qui va constituer l'organisme et de réponse à l'environnement va donner un organisme
qui n'est pas du tout réductible à son génome. La vie ne se réduit pas à un mécanogénétique. Même si certains chercheurs sont déjà parvenus à élaborer de petits génomes artificiels, la création d'un être vivant en laboratoire relève pour longtemps encore du conte fantastique. En revanche, le fait que les mécanismes à la base du développement des plantes et des animaux soient si proches nous ouvre des perspectives de recherche tout à fait réelles et inédites. Le troisième point que je vais vous présenter, ce sera la partie la plus complexe pour vous. C'est relatif en fait au travail que moi je fais précisément au laboratoire. Je travaille sur des gènes dont on sait chez l'humain que leur mutation entraîne certains types de cancers, en particulier le cancer du sein. Il se trouve que ces gènes existent aussi chez les plantes. Donc on essaye de savoir chez les plantes à quoi servent ces gènes et ça nous amène à peut-être mieux comprendre la fonction de ces gènes et de ces protéines chez les humains. Pourquoi ça fait du cancer? Pourquoi, si quand je le bloque chez la plante, ça donne un caractère particulier à cette plante, je peux peut-être comprendre autre chose. Il va de soi que les plantes n'ont pas le cancer du sein. La preuve est faite que la rabette, très innocemment, nous aide dans une quête universelle. On peut donc étudier une petite arabette et soudain pouvoir déduire quelque chose qui s'applique à l'homme. Voilà qui a beaucoup motivé Marie-Pascale Doutrillo dans ses recherches. Tout est parti d'un constat simple et étrange à la fois. Les gènes qui, chez l'humain, jouent un rôle dans certains cancers, existent aussi chez les plantes. Dès lors, il était bien tentant d'observer chez une plante ce qui se passait lorsqu'on intervenait sur ces gènes. C'est ce que Marie-Pascale Doutrillo ne s'est pas privée de faire. Dans les cas de cancer du sein héréditaire, c'est une mauvaise réparation de l'ADN qui provoque la maladie. Car au cours de la vie des cellules, l'ADN se casse et doit être réparé régulièrement. C'est un processus normal. Comme si, à force d'être lues, les pages du grand livre se déchiraient. Il faut les recoller, mais pas n'importe comment. C'est prévu. Il y a un gène pour ça. Mais quand on veut étudier ce gène sur un modèle animal, sur des souris par exemple, il n'y a plus grand-chose à observer. Il se trouve que ces gènes étaient très difficiles à étudier chez l'humain ou chez les mammifères, parce que quand on essaye de créer des mutations au laboratoire dans des souris, les souris sont mortes. Or, il nous a été possible, chez Arabidopsis, d'inactiver ces gènes, d'empêcher ces fonctions de travailler normalement et d'observer des plantes qui, malgré tout, étaient capables de se développer, mais qui présentaient des défauts qu'on n'avait jamais pu observer chez la souris, dans la mesure où les souris elles étaient mortes. Marie-Pascale Doutrillo peut donc étudier ce gène de réparation chez la rabette. Contrairement aux souris, la plante survit, mais présente des malformations. Cette fois, il y a bien quelque chose à observer. Mais ce n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Les arabettes en question sont stériles. Ce gène de réparation joue donc un rôle capital dans la reproduction. Sa défaillance peut entraîner une stérilité. Jamais on n'avait pu effectuer une telle observation. Une nouvelle piste s'ouvre soudain, non pas dans la lutte contre le cancer, mais dans la compréhension de la stérilité humaine. L'expérience a pris un tour très inattendu. Souvent, c'est ainsi qu'avance la recherche. Grâce à ces arabettes, mal en point mi-vivantes, on est donc en mesure de regarder ce gène d'une nouvelle manière, et peut-être un jour d'agir pour pallier sa déficience, d'agir pour prévoir ou soigner la stérilité chez l'humain. Une herbe folle qui révèle quelque chose de décisif chez l'humain, même dans la communauté scientifique, l'idée n'a pas été si facile à faire passer. Disons qu'au début, quand nous avons soumis des demandes de financement pour ce type de travaux, il nous a été clairement répondu par des organismes qui travaillent à financer les recherches sur le cancer, qui ne voyaient pas pourquoi ils financeraient des plantes, alors que eux, ce qui les intéressait, c'était le cancer. On a des modèles de pensée, mais dont parfois il faut arriver à s'abstraire pour être capable de regarder mieux ou de regarder différemment. Bien sûr, à première vue, l'homme et la rabette sont assez différents. Mais désormais, nous savons qu'au cœur de nos cellules, au niveau même de ce qui nous constitue, nous sommes très semblables. Une proximité inimaginable qui transforme radicalement notre regard.
L'idée d'unicité du vivant est une idée qui enthousiasme de plus en plus de chercheurs. Elle inspire aujourd'hui d'innombrables travaux. Ceux d'Olivier Loudet en sont une parfaite expression. Car pour lui, découvrir les adaptations naturelles chez une arabette du Kyrgyzstan n'est pas une fin en soi. Lui aussi joue à sa manière avec cette mécanique universelle. Alors, ce qui est fascinant, en tout cas ce qui moi me fascine en regardant les plantes que j'ai devant moi, qui viennent donc d'un peu partout dans le monde, c'est qu'on voit vraiment des différences. Toutes ces plantes sont de la même espèce, Arabidopsis thaliana, mais on voit vraiment des différences, ne serait-ce que morphologiques particulières, entre par exemple cette plante qui est très précoce, avec des feuilles assez allongées, qui vient des îles du Cap-Vert. Et ici, on a une plante qui a une couleur très particulière, qui vient des Canaries. Une plante beaucoup plus compacte, ici c'est celle qu'on a ramenée du Kyrgyzstan, voilà une plante qui vient de la côte ouest des États-Unis. Et donc, toutes ces plantes ont développé des caractéristiques morphologiques particulières qui correspondent à des adaptations spécifiques de ces populations naturelles aux conditions qu'elles rencontrent dans leur milieu, par exemple à des conditions de sécheresse particulières, de froid, de haute température, de conditions de lumière particulières en montagne, etc. Avec toujours à l'esprit que l'objectif, c'est de remonter au niveau génétique de ces différences et de cette adaptation, parce que c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir après transférer ces connaissances-là, acquises sur une espèce modèle, sur des espèces cultivées, et éventuellement utiliser les gènes qu'on aura détectés dans ces populations-là pour améliorer, par exemple, un maïs et le rendre plus résistant à la sécheresse dans les conditions de culture qui sont celles du sud de la France, par exemple. Si l'arabette kirghize d'Olivier Loudet supporte, par exemple, les très faibles températures hivernales des sommets d'Asie centrale, c'est qu'elle a acquis des gènes qui lui donnent cette aptitude. Ces gènes pourraient donc s'avérer intéressants pour améliorer, pour renforcer d'autres plantes, pour nous beaucoup plus stratégiques, comme un maïs, un blé, un colza. Olivier Loudet sait aujourd'hui reconnaître, cibler ces gènes intéressants chez une arabette. Il peut les repérer sur son ADN, les isoler et initier ensuite 2 démarches différentes, soit une sélection classique en cherchant et en favorisant le gène équivalent directement chez la plante que l'on veut améliorer, soit une manipulation du gène de l'arabette afin de le transférer chez l'autre plante, l'autre organisme, un organisme qui sera alors génétiquement modifié. Greffe, croisement, sélection, bien sûr de tout temps, les hommes ont modifié les plantes de façon empirique. Ils pratiquaient la génétique sans le savoir. Avec ses travaux, Olivier Loudet s'inscrit dans le droit fil de ce qui s'est toujours fait. Mais là où un pas décisif est franchi, c'est dans l'échelle, la finesse de l'intervention. Maintenant, nous touchons de manière précise à la mécanique même du vivant. Aboutissement logique de l'exploration de son ADN, l'innocente arabette entrouvre ainsi la porte des OGM. Voici encore une responsabilité un peu lourde pour elle. La région du Saskatchewan au Canada illustre avec quelle envergure l'homme cherche de nos jours à améliorer les plantes. Ce jaune qui s'étend à perte de vue, c'est la couleur des fleurs de canola, une variété de colza très proche cousin de l'arabette, cultivée sur près de 5 millions d'hectares à travers le pays sous une forme, disons, de plus en plus modifiée. Le PBI est un institut de recherche pionnier dans la mise au point des plantes agricoles génétiquement modifiées. Son directeur Wilf Keller nous dit combien l'arabette est la pièce maîtresse des recherches sur les OGM agricoles.
Arabidopsis, c'est la plante modèle la plus importante de la recherche actuelle. Mais pour ceux qui, comme nous, travaillent sur le canola, elle est même capitale. Car Arabidopsis est de la même famille végétale. C'est un proche parent du canola. Nous profitons de cela. La façon dont les gènes d'Arabidopsis sont organisés, la régulation de ces gènes, leur façon de contrôler la croissance de la plante, la production de graines, tout cela est très proche du canola. Donc nous mettons à profit toute cette recherche internationale et utilisons cette connaissance sur le canola et son amélioration. Dans la pratique, les nouveaux gènes introduits dans le canola ne sont pas des gènes d'arabette. Mais sur un plan théorique, l'arabette prépare tout de même le terrain pour les OGM. Tout d'abord en tant que plante modèle en génétique, ensuite en tant que proche cousine du canola. Car tout ce que la recherche mondiale apporte en étudiant l'arabette peut être réutilisé ici, très directement et à peu de frais, dans la mise au point du canola génétiquement modifié. Et il est alors devenu possible, depuis 25 ans, d'introduire de nouveaux gènes dans le canola. Entre 1995 et 2007, cette culture a continué de croître, si bien que plus de 90% du canola produit au Canada est génétiquement modifié, en priorité pour sa résistance aux herbicides. C'est fait. Les plantes dont les gènes ont été modifiés artificiellement sont désormais monnaie courante, notamment en Amérique du Nord. Le grand livre de l'arabette sert, en quelque sorte, de mode d'emploi pour réécrire partiellement le livre des autres plantes, telles que le canola. Bon, ici, il ne s'agit pas de survivre au froid de l'hiver kirghize. L'amélioration, c'est plutôt de permettre à une plante de résister aux herbicides et aux pesticides que l'on répand sur elle. Ce qui est surtout amélioré à première vue, ce sont les conditions de travail des agriculteurs. Et il n'y a plus beaucoup d'exploitants pour s'en plaindre. Ce champ-là est en train de fleurir. C'est pour ça qu'il est un peu verdâtre, jaunâtre. Il est en fleurs juste depuis 3 ou 4 jours. Alors que les champs là-bas sont en fleurs depuis une semaine et demie. Alors ils sont un peu plus jaunes, plus éclatants. Sur les 6 millions d'hectares de terre cultivées du Saskatchewan, Wayne Bacon en possède 2000, dont une grande partie semée en canola transgénique. Pour lui, l'utilisation des OGM n'appelle aucun débat. C'est l'évidence même du progrès. Il s'agit en tout cas d'une certaine vision du progrès, celui qui passe par un rapport à la nature plutôt dominateur. Mais le discours aux accents écologistes est bien rodé. Deux gros avantages. Numéro 1, le contrôle des mauvaises herbes. Nous pouvons contrôler la plupart des mauvaises herbes. Si vous regardez ce champ ou les autres, ils sont impeccables. L'autre chose qui est super pour l'environnement, c'est que nous utilisons beaucoup moins de produits chimiques. Sur les champs du coin qui sont en canola conventionnel, les producteurs doivent beaucoup plus travailler la terre pour tenter de se débarrasser des mauvaises herbes. Et les désherbants qu'ils ont ne marchent pas bien. Nous avons fait une étude il y a 6 ou 7 ans menée par le Canola Council. Elle a montré qu'on a gagné environ $700 par hectare, juste en utilisant du canola génétiquement modifié plutôt que du conventionnel. En fait, je pense que c'est encore plus aujourd'hui, pour la simple raison que le prix du fioul augmente. Avant, je devais passer 3 ou 4 fois juste pour désherber, alors qu'aujourd'hui, sur ce champ, je passe une fois, je sème, et puis c'est tout. Nous n'avons fait qu'effleurer les applications potentielles dans les biotechnologies. Adrian Cutler est généticien au PBI. Tout en relativisant l'état actuel des connaissances en génétique, il se projette vers le proche horizon de cette science avec une confiance et un pragmatisme total.
si loin des craintes qui se manifestent de par le monde. Nous ne savons pas encore la fonction précise de tel ou tel gène dans le génome. Nous n'avons qu'une vague idée de comment ils se combinent pour créer un être vivant. Pour autant, à mesure que nos connaissances augmentent, notre capacité à manipuler la génétique des plantes afin de les rendre plus productives, de leur faire produire de nouvelles substances, cette capacité s'accroît énormément. Certains disent que les progrès sont lents ces 10 dernières années, mais c'est juste parce que cette science en est à ses débuts. Et je m'attends pour les toutes prochaines années à une explosion de nouveaux savoirs s'appliquant à l'agriculture, mais aussi à d'autres domaines, dans l'industrie et la société. En intervenant directement sur les gènes des plantes, l'homme aborde un moment inédit de son rapport à la nature. Tant que cet exercice a lieu dans l'espace confiné des laboratoires, les questions restent essentiellement d'ordre scientifique. Mais hors des labos, toute la complexité du monde ressurgit. Modifier même une infime partie du patrimoine génétique d'une espèce, parfois à partir d'une autre espèce, et alors même que tant d'autres organismes coexistent tout autour, avons-nous la moindre idée de comment tout cela va interagir? C'est sûr qu'actuellement, on sait mal prévoir quelles seront les conséquences de ce qu'on fait au niveau du génome. Et ça, c'est la difficulté qu'on a actuellement avec les OGM, mais je voudrais que vous voyez bien que ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il y a le génome, ça fabrique les organismes, ça fabrique des populations. Quelles vont être les conséquences de l'introduction de ces gènes dans les populations de plantes qui traînent autour du champ ou dans le champ, sur les populations d'insectes qu'il y a autour des champs, sur l'écosystème en général? Et puis au-dessus de tout ça encore, il y a la société humaine. Quelle est la conséquence de permettre à des sociétés de breveter des gènes qu'on va mettre dans des plantes? Les scientifiques qui travaillent sur l'ADN dans leur laboratoire sont convaincus qu'ils vont faire le bien de l'humanité avec ça, et j'espère qu'ils ont raison. Mais ce qu'il faudrait qu'ils mesurent, c'est toute la distance qu'il y a du laboratoire à l'ensemble de la société. Et là, si jamais ils ne se rendent pas compte que pour comprendre l'impact de tout ce qu'ils font, il faut qu'ils aillent discuter avec des physiologistes, avec des écologistes, avec des sociologues, avec des économistes, pour voir quelles sont les implications réelles de ce qu'ils sont en train de faire, alors ils risquent effectivement un beau jour de découvrir que ce qu'ils ont fait a servi à toute autre chose que ce qu'ils espéraient et a eu des conséquences qui n'étaient pas du tout aussi positives que ce qu'ils auraient voulu. Une herbe folle que l'on croyait insignifiante, loin de tout enjeu financier, est en fait au cœur d'une révolution scientifique. Elle est un précieux allié grâce auquel nous comprenons mieux cette molécule essentielle qu'est l'ADN. Cette minuscule structure qui, depuis le noyau de toutes nos cellules, programme très largement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous transmettons à nos descendants. En découvrant que nous partageons ces principes avec une petite herbe comme la rabette, nous entrevoyons avec un certain vertige à quel point la vie sur Terre se manifeste selon des mécanismes universels. Mieux comprendre l'ADN, c'est ouvrir la biologie à de nouveaux champs d'application aussi divers que la médecine ou l'agronomie. C'est surtout aborder une nouvelle ère, celle de notre capacité à modifier le vivant. Que de questions, que d'inquiétudes, que d'enthousiasme aussi devant tant de possibles. Néanmoins, si la génétique nous permet d'appréhender ce qu'il y a de commun entre les êtres vivants, elle a encore bien du mal à en expliquer la diversité, la complexité, les interactions et adaptations. Alors si certaines pièces du mécano se précisent, il semble qu'il y ait encore beaucoup de chaînons manquants.